Beaucoup de ces bâtiments semblent avoir été pensés pour des êtres mesurant 2, 3, voire 4 mètres de haut. Les cartes des XVIe au XIXe siècle montrent sans ambiguïté une entité appelée Tartaria ou Grand Tartarie, occupant une immense portion du continent eurasiatique. Ce n'est pas un détail anodin ou une erreur de cartographe, c'est une mention cohérente, répétée sur des dizaines de cartes issues de sources européennes, ottomanes, chinoises et même japonaises. Si cette civilisation n'avait jamais existé, pourquoi apparaît-elle systématiquement sur des documents produits par des cultures différentes, à des époques variées ? L'argument selon lequel Tartarie était un terme générique pour désigner des territoires inconnus ou non civilisés ne tient pas. Les mêmes cartes mentionnent clairement les peuples spécifiques, tatars, mongols, etc., ce qui prouve que les cartographes ne se contentaient pas d'étiquettes vagues. Ce qui est encore plus troublant, c'est la disparition soudaine du nom Tartaria au XIXe siècle. En l'espace de quelques décennies, un empire entier se volatilise de la cartographie, remplacé par des noms modernes comme Sibérie ou Extrême-Orient russe, sans aucune explication historique cohérente. Où sont passés les traités, les guerres, les chroniques de l'effondrement de cette civilisation géante? Rien. Silence total. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réécriture volontaire de l'histoire. Le fait que Tartaria ait été progressivement supprimé des manuels et des atlas au moment de l'essor des puissances coloniales, notamment britanniques, françaises et russes, est une preuve supplémentaire que quelque chose a été caché. On ne fait pas disparaître une telle entité sans raison. Et si Tartaria n'était pas simplement un territoire, mais une civilisation avancée, autosuffisante, fondée sur une technologie que les élites actuelles veulent à tout prix garder secrète? Les cartes sont l'un des derniers vestiges visibles de cette vérité occultée. Partout dans le monde, on retrouve les mêmes types de structures monumentales, souvent qualifiées de néoclassiques, baroques ou beaux-arts. Palais, mairies, tribunaux, gares, bibliothèques, cathédrales, expositions universelles, toutes ces constructions soi-disant érigées au XIXe siècle possèdent des caractéristiques qui dépassent largement les capacités techniques, logistiques et même esthétiques qu'on attribue à cette époque. Il y a trop de contradictions. On parle ici de bâtiments gigantesques, aux dômes massifs, aux colonnes de granit, souvent sculptées dans une seule pièce, avec des façades d'une précision géométrique incroyable, des plafonds à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, des escaliers de marbre, des vitraux complexes. On nous dit que cela a été construit en quelques mois, avec des outils rudimentaires, sans béton moderne, sans grues motorisées, dans des villes encore en développement, par des ouvriers non qualifiés. Regardez les archives. Combien de photos de la construction réelle de ces monuments avez-vous vues? Il y a énormément de photos après que ces bâtiments soient déjà terminés, mais très peu, voire aucune, pendant leur soi-disant construction. Et quand il y en a, elles sont souvent floues, retouchées ou montrent simplement des rénovations superficielles. Un autre détail frappant, le style est identique sur tous les continents. On retrouve les mêmes arcs, les mêmes coupoles, les mêmes motifs ornementaux à Saint-Pétersbourg, Paris, Washington DC, Melbourne, Buenos Aires, Téhéran ou même Bombay. On nous explique cela par des influences européennes, mais c'est une justification paresseuse. Quel empire colonial avait les ressources pour construire à cette échelle, simultanément, sur la planète entière? Comment expliquer que des pays pauvres, en pleine guerre ou sous-développés à l'époque, aient pu bâtir des structures aussi monumentales? Et pourquoi les documents officiels de ces bâtiments indiquent-ils si souvent qu'ils ont été détruits, reconstruits, remplacés ou endommagés dans un incendie mystérieux? C'est toujours la même excuse. À chaque fois qu'un bâtiment tartare est trop évident, il est effacé ou transformé pour qu'on n'y pense plus. Ce qu'on appelle aujourd'hui architecture classique ou néoclassique n'est pas une copie de Rome ou d'Athènes, comme on essaie de nous le faire croire. C'est l'architecture originale de Tartaria. Ces structures ont été héritées, pas construites par nous. Elles sont les reliques d'une civilisation planétaire avancée qui maîtrisait des techniques que nous avons oubliées, ou qu'on nous empêche de redécouvrir. Pourquoi aurait-on besoin de tant de bâtiments massifs à une époque où les villes étaient bien plus petites et moins peuplées?
Pourquoi construire avec autant de sophistication des structures destinées à des fonctions aussi banales que des postes de police ou des tribunaux municipaux? Parce que ce n'étaient pas des bâtiments fonctionnels, mais des centres énergétiques, des bâtiments vibratoires, conçus selon des principes géométriques et acoustiques perdus. Il ne s'agit pas de coïncidence architecturale. Il s'agit d'un réseau global, à l'image d'une civilisation unifiée. Et cette civilisation, c'était Tartaria. On nous enseigne que les expositions universelles du XIXe siècle étaient des vitrines temporaires du progrès industriel, de l'innovation technologique et du génie architectural moderne. Mais quand on regarde de plus près, rien de tout cela ne tient debout. Ce qu'on appelle des expositions ressemble beaucoup plus à une gigantesque opération de réappropriation, voire de nettoyage historique, des vestiges de Tartaria. Prenons quelques exemples concrets. Chicago, 1893, World's Columbian Exposition, des dizaines de bâtiments immenses, au style classique et complexe, construits en moins de 2 ans dans une ville encore partiellement en reconstruction après le grand incendie de 1871. On nous dit qu'ils ont utilisé du plâtre et du bois pour ériger ces structures, mais elles sont si parfaitement alignées, ornées de statues, de dômes, de colonnes massives, que cela dépasse de loin ce qu'on pourrait faire à cette échelle, en si peu de temps, avec si peu de moyens. Paris, 1889, même chose. Le palais du Trocadéro, le palais de l'Industrie, la galerie des machines. Des structures si monumentales qu'on aurait du mal à les reproduire aujourd'hui avec les outils modernes. Et à chaque fois, la même histoire, ces merveilles architecturales sont détruites peu après l'exposition. Pourquoi démolir de telles structures juste après leur construction? Pourquoi ne pas les garder, surtout quand elles étaient encensées par le public et la presse de l'époque? La réponse officielle: elles n'étaient pas conçues pour durer. Vraiment? On construit des palais géants, avec des façades sculptées et des dômes colossaux, juste pour les raser 1 an plus tard? C'est illogique. Et ce n'est pas une fois, c'est systématique. Presque toutes les expositions universelles suivent ce schéma. Ce que ça suggère, c'est que ces bâtiments n'ont pas été construits pour l'exposition, mais qu'ils existaient déjà, hérités d'une civilisation antérieure, probablement tartare, et qu'on a organisé ces expositions pour les réattribuer, les réinterpréter, puis les détruire proprement pour effacer leur origine. Il est aussi très suspect que ces expositions soient associées à un récit très flou en ce qui concerne les ouvriers, les plans de construction, les matériaux, et même les financements. Les photos d'époque montrent souvent des villes presque vides autour des sites d'exposition, comme si ces lieux avaient été vidés ou réinitialisés. Et ce n'est pas qu'en Amérique ou en Europe. Des expositions similaires ont eu lieu à Melbourne, à Tokyo, à Saint-Pétersbourg, à Rio de Janeiro. Tout avec cette même logique: arriver, construire des merveilles improbables, les ouvrir au public, puis tout raser dans le silence. C'est une signature. Un schéma de contrôle. Ajoutons à cela le fait que ces expositions arrivent toujours juste après une grande période de troubles historiques, incendies majeurs, tremblements de terre, révolutions, guerres, comme s'il y avait un lien direct entre le chaos et l'opportunité d'effacer une mémoire ancienne. Si l'on sort du récit officiel, une autre lecture devient évidente. Ces expositions étaient des rituels de réappropriation culturelle, une façon pour les élites du Nouveau Monde d'effacer les traces matérielles de Tartaria tout en contrôlant le récit autour de leur origine. On ne parle pas ici de foi ou d'opinion. On parle d'éléments matériels qui ne collent pas au récit. Quand on accumule les incohérences, la logique se renverse. Ce n'est pas que les expositions universelles étaient trop ambitieuses pour l'époque, c'est qu'elles n'appartenaient pas à cette époque du tout. On vit dans un monde où on croit que le progrès est linéaire. Qu'on a commencé dans des grottes, puis qu'on a évolué lentement jusqu'à nos smartphones. Mais cette narration est une illusion. L'histoire officielle est un mensonge bâti sur des siècles de falsification, et Tartaria en est l'une des pièces centrales. Parce que cette civilisation, qu'on a effacé des livres et des cartes, maîtrisait une technologie que nous n'avons toujours pas compris et qu'on nous empêche de redécouvrir. Les bâtiments dits néoclassiques dans le monde entier ne sont pas seulement beaux, ils sont fonctionnels. Ils sont conçus avec une précision énergétique,
acoustiques et vibratoires que la science moderne commence à peine à entrevoir. Beaucoup avaient des dômes métalliques, des flèches, des obélisques et des tours au sommet qui rappellent des dispositifs de transmission. Pourquoi ? Ces éléments architecturaux n'étaient pas décoratifs. Ce sont des capteurs et des transmetteurs d'énergie. Tartaria ne dépendait pas de combustibles fossiles, elle exploitait l'éther, l'électricité atmosphérique et les ondes naturelles. Les dômes, les antennes, les cathédrales aux flèches conductrices, les ponts résonnants, les structures aux proportions harmoniques basées sur le nombre d'or ou la géométrie sacrée, tout cela n'est pas aléatoire. Ce sont les éléments visibles d'un système énergétique global. Un système qui utilisait l'environnement pour générer de l'énergie propre, libre et illimitée. C'est pour cela que Tartaria n'avait pas besoin de pétrole, de charbon ou de nucléaire. C'est aussi pour ça qu'elle a été détruite. Regardez les œuvres de Nikola Tesla. Ce qu'il décrivait au tournant du XXe siècle, transmission sans fil de l'énergie, résonance des fréquences, électricité gratuite, correspond mot pour mot à ce que Tartaria semble avoir laissé derrière elle. Ce n'est pas une coïncidence. Tesla n'a pas inventé ces idées. Il les a redécouvertes. Et on l'a réduit au silence, comme Tartaria. Autre indice, les orgues dans les églises. Pourquoi des instruments aussi sophistiqués dans des lieux religieux ? Parce qu'ils servaient à manipuler les fréquences, à harmoniser l'espace, peut-être même à soigner ou à modifier la conscience. Ce qu'on prend aujourd'hui pour des éléments religieux étaient des dispositifs technologiques. Les clochers, les vitraux aux géométries spécifiques, les colonnes torsadées, ce sont des composantes d'un savoir énergétique oublié. Et que dire des souterrains ? Des réseaux de tunnels sous les villes anciennes ? Des catacombes à plusieurs étages ? Ce n'étaient pas des cryptes. C'étaient des réseaux de distribution énergétique, ou des systèmes de régulation thermique, ou même des lignes de communication enfouies. Aujourd'hui, on y jette les câbles ou on les ferme. Mais à l'époque, c'était au cœur de l'infrastructure. Pourquoi cette technologie a-t-elle été effacée ? Parce qu'un monde où l'énergie est gratuite, où l'architecture soigne, où les fréquences équilibrent les êtres vivants, n'est pas compatible avec le modèle de contrôle actuel. Tartaria représentait une menace pour ceux qui ont imposé leur propre ordre, les banquiers, les empires coloniaux, les familles royales, les institutions religieuses corrompues. Alors ils ont rasé, reclassé, reconstruit. Et ils nous ont vendu l'idée que nous étions au sommet de notre évolution. En vérité, nous vivons dans les ruines d'un monde beaucoup plus avancé que le nôtre. Et chaque fois qu'on redécouvre une invention révolutionnaire, elle avait déjà été utilisée il y a des siècles, sous une autre forme. Tartaria n'est pas une légende. C'est une civilisation avancée dont la technologie est encore là, camouflée dans notre paysage urbain. Le XIXe siècle est présenté comme une époque de révolution industrielle, de croissance, de progrès. Mais il y a une ombre énorme dans cette chronologie, la quantité anormale d'enfants orphelins dans toutes les grandes villes occidentales. Londres, Paris, New York, Saint-Pétersbourg, Chicago, Melbourne, partout, à la même période, surgissent des orphelinats massifs, des programmes de réinstallation d'enfants, des trains remplis de gamins envoyés dans les campagnes. Et personne ne pose la question la plus évidente, d'où viennent tous ces orphelins ? On ne parle pas de quelques centaines d'enfants perdus. On parle de millions, déplacés, réinstallés, ou littéralement utilisés pour repeupler des zones entières. En Amérique, il y a les fameux orphelins, qui ont envoyé des dizaines de milliers d'enfants vers l'Ouest entre les années 1850 et 1920. En Russie, c'est le même phénomène, des orphelinats impériaux surgissent dans toutes les grandes villes. L'explication officielle. Pauvreté. Familles mortes de maladie. Guerre locale. Mais cela n'explique pas l'ampleur, ni la simultanéité du phénomène à travers tant de nations. Ce qui est de plus en plus évident, c'est que ces orphelins n'étaient pas simplement les victimes de circonstances malheureuses. Ils étaient les résultats d'un effondrement démographique massif, d'un changement de population, peut-être même d'un génocide silencieux. Et ce génocide visait très probablement les peuples de Tartaria. Si Tartaria était une civilisation avancée,
autonome, en opposition au modèle impérial et marchand imposé par les empires coloniaux, alors elle représentait une menace. Et l'un des moyens les plus efficaces de la faire disparaître, c'est par le remplacement démographique. Effacer les adultes. Rééduquer les enfants. Supprimer les traditions. Raser les archives. Remplir les villes avec des orphelins qui n'ont pas de mémoire familiale, pas de langue maternelle à défendre, pas d'identité culturelle. Regardez les bâtiments de ces orphelinats, souvent aussi impressionnants que des palais. Pourquoi loger des enfants dans des structures aussi monumentales? Parce que ce sont des bâtiments tartares récupérés, utilisés ensuite comme institutions de rééducation ou de reprogrammation. Les enfants étaient littéralement formatés pour oublier ce qu'ils étaient, ou ce que leurs parents représentaient. Et que dire des expositions universelles, des photos de villes quasi désertes, des recensements flous? Tout pointe vers une réinitialisation de la population. On fait table rase. On efface. On remplit les vides avec des enfants qui ne peuvent pas témoigner. C'est une méthode froide, systématique, un effacement historique masqué sous des couches d'humanitarisme. Aujourd'hui, on regarde ces archives avec un détachement académique. Mais en réalité, ces orphelins sont les traces humaines les plus visibles de ce qui semble avoir été une destruction massive d'une culture globale. Les enfants étaient des témoins silencieux, pris dans un événement bien plus vaste, l'effacement de Tartaria. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de ce sujet dans les cours d'histoire. C'est pour ça qu'on évite les chiffres. C'est pour ça qu'on ne pose pas de questions. Parce que la vérité est trop dérangeante, notre civilisation moderne s'est construite sur les ruines et les cadavres d'un monde effacé. Quelque chose d'énorme s'est produit autour de 1850. Un événement qui n'apparaît dans aucun livre d'histoire de façon directe, mais dont les conséquences sont visibles partout pour ceux qui savent vous regarder. Ce que l'on appelle aujourd'hui le reset mondial ne relève pas de la science-fiction, mais d'un constat empirique. Il y a eu un redémarrage global de la civilisation humaine, effacement de population, changement d'infrastructure, modification du récit historique et réorganisation totale de la société. Tout commence avec une série de phénomènes inexplicables qui s'accumulent dans une fenêtre temporelle très étroite, entre 1810 et 1870. Des catastrophes naturelles massives et souvent inexpliquées, incendies géants dans plusieurs grandes villes, Chicago 1871, San Francisco 1851, Constantinople, Toronto, Londres, tremblements de terre soudains, inondations de boue mystérieuses, villes entières abandonnées ou reconstruites. Une quantité massive de bâtiments anciens sans explication claire de leur construction, voire les postes précédents sur les structures néoclassiques. L'apparition simultanée, partout dans le monde, de populations d'orphelins et d'institutions de rééducation. Un boom technologique soudain, électricité, télégraphe, chemin de fer, photographie, qui surgit comme par magie en quelques années, sans évolution progressive documentée. Et surtout, une discontinuité dans la documentation historique. On nous dit que tout a continué logiquement à partir du Moyen Âge, mais quand on creuse, les sources deviennent floues, redondantes, parfois même contradictoires. C'est comme si l'histoire antérieure à 1850 avait été rédigée en bloc, par les mêmes institutions, avec une même intention, créer un nouveau récit du monde. C'est précisément ce que suspectent les chercheurs de Tartaria, que ce reset mondial n'était pas un accident ni une série de coïncidences naturelles, mais un événement planifié, mis en œuvre par les élites émergentes pour effacer la précédente civilisation mondiale, Tartaria. Tartaria était fondée sur des principes radicalement différents, énergie libre, architecture harmonique, technologie intégrée à l'environnement, société décentralisée. Ce modèle allait à l'encontre de l'idéologie industrielle, capitaliste et hiérarchique qui prenait forme au XIXe siècle. Pour imposer ce nouveau paradigme, il fallait rayer l'ancien de la carte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les guerres de Crimée, de sécession, les révolutions européennes, les conquêtes coloniales. Toutes ces campagnes militaires ont un point commun, la destruction systématique d'infrastructures anciennes et l'effacement culturel. Ce sont les opérations militaires visibles d'un reset invisible. On a ensuite reconstruit la société à partir de zéro, en imposant une chronologie artificielle,
un système éducatif contrôlé, une nouvelle histoire, et surtout, un récit du progrès qui interdit toute possibilité de retour en arrière. On nous a appris à croire que tout ce qui est venu avant 1850 était arriéré. Mais si c'était l'inverse? Et si tout ce qu'on vit depuis 1850 n'était qu'une version amputée, redémarrée, d'une réalité bien plus riche et avancée? La vérité ne se trouve pas dans les livres officiels, mais dans les ruines. Les photos anciennes, les journaux d'époque, les archives locales tous montrent des traces de quelque chose de plus ancien, de plus grand, de plus cohérent, qui a été effacé pour faire place à un monde artificiel, un monde de contrôle. Le reset mondial n'est pas une hypothèse farfelue. C'est la seule explication logique à l'anomalie gigantesque qu'est le 19e siècle. Il ne s'agissait pas de progrès, c'était un redémarrage contrôlé, et Tartaria était ce qu'on a sacrifié pour y parvenir. Si Tartaria a réellement existé, et de plus en plus d'indices pointent dans cette direction, alors il faut se poser une question simple mais fondamentale: qui aurait eu le pouvoir, l'intérêt et les moyens de l'effacer? Parce que faire disparaître un empire mondial de la mémoire collective, des livres, des écoles et des cartes ne se fait pas par hasard. Ce genre de manipulation nécessite une coordination globale, un accès privilégié au savoir, et une capacité à réécrire la narration de toute une civilisation. Il n'y a qu'un petit nombre d'acteurs historiques qui répondent à ces critères. Et ils reviennent toujours dans les zones grises de l'histoire: le Vatican, les jésuites, les sociétés secrètes comme les francs-maçons, et plus tard, les cercles scientifiques officiels liés aux empires coloniaux. Ce sont ces entités qui ont construit le récit historique que nous acceptons aujourd'hui comme vérité absolue. Commençons par le Vatican, qui a contrôlé pendant des siècles les archives les plus complètes de la planète. La Bibliothèque Vaticane contient des centaines de milliers de manuscrits et de livres jamais montrés au public. Elle a le pouvoir de décider ce qui est un texte canonique et ce qui ne l'est pas. Elle a influencé la façon dont l'Occident voit le passé, la cartographie, les civilisations païennes et les hérétiques. L'existence d'un empire comme Tartaria, non chrétien, décentralisé, autonome technologiquement, aurait été une menace directe à son autorité morale et spirituelle. Il fallait l'effacer. Les jésuites, quant à eux, sont les maîtres de l'éducation et de la réécriture historique. Présents sur tous les continents dès le XVIe siècle, ils ont ouvert des écoles, formé les élites locales, écrit des chronologies, converti des populations entières. Ce sont eux qui ont codifié l'histoire moderne, souvent en supprimant ou corrigeant les sources qui n'entraient pas dans leur vision du monde. Si vous trouvez une chronologie officielle en Europe ou en Asie, il y a de grandes chances qu'elle ait été écrite ou validée par un jésuite. Ce ne sont pas de simples missionnaires. Ce sont les architectes de notre mémoire collective. Et puis il y a les francs-maçons, présents dans toutes les structures de pouvoir depuis le XVIIIe siècle: politique, finance, urbanisme, architecture, recherche scientifique. Ils se disent héritiers de traditions anciennes, bâtisseurs du nouvel ordre mondial, littéralement. Leurs symboles sont partout, dans les plans de ville, dans les façades des bâtiments, dans les monuments publics. Ce n'est pas une coïncidence si tant de constructions tartares récupérées, hôtels de ville, palais de justice, universités, loges, ont été rebaptisés ou redécorés avec des symboles maçonniques. Ils n'ont pas seulement réutilisé l'héritage de Tartaria, ils l'ont colonisé. Tous ces groupes ont un point commun: ils ne veulent pas que nous connaissions nos véritables origines. Car si l'humanité savait qu'il existait une civilisation mondiale, libre, avancée technologiquement, harmonieuse avec la nature, alors le pouvoir des institutions modernes s'effondrerait. Plus besoin de pétrole. Plus besoin de banques centrales. Plus besoin de gouvernements centralisés. Plus besoin de dogmes religieux ou d'écoles standardisées. C'est une menace existentielle pour l'ordre établi. Et c'est précisément pour cela que Tartaria a été effacé avec autant de soin. On a détruit ses archives. On a réécrit ses cartes. On a attribué ses inventions à d'autres. On a masqué ses bâtiments sous des couches de restauration ou de style européen. On a transformé ses enfants en orphelins. On a converti ses structures énergétiques en églises ou en prisons. Ce n'est pas de la négligence. C'est une opération planifiée,
étalés sur plusieurs générations, pour s'assurer que personne ne pose les bonnes questions. Mais la vérité refait toujours surface. Les anomalies architecturales, les cartes anciennes, les photographies suspectes, les incohérences historiques. Tout cela témoigne de ce qui a été dissimulé. Et quand on connecte les points, les élites responsables deviennent visibles. Ce n'est pas un fantasme. C'est une prise de conscience. On ne peut plus faire semblant. Il suffit de marcher dans n'importe quelle vieille ville du monde pour voir l'un des indices les plus flagrants que quelque chose ne colle pas avec notre histoire, des fenêtres en partie ou totalement enterrées dans les sous-sols de bâtiments dits du XIXe siècle. Ces fenêtres donnent directement sur de la terre. Parfois, on voit même des portes murées, des escaliers qui ne mènent nulle part, des soupiraux donnant sur des pièces parfaitement maçonnées. Et personne ne semble se demander pourquoi. L'explication officielle. Le niveau des rues a été rehaussé avec le temps à cause de la construction, de l'érosion, de la poussière ou des rénovations successives. Dans toutes les villes. De la même manière. Sur tous les continents. Comment se fait-il que dans tant d'endroits, Paris, Rome, Istanbul, Moscou, Boston, Londres, Mexico, on retrouve exactement les mêmes anomalies, comme si tous ces bâtiments avaient été, à un moment donné, submergés par une vague de terre ou de boue? Ce phénomène a même un nom parmi ceux qui s'y intéressent sérieusement, le mud flood. Une ou plusieurs vagues de boue auraient enseveli les premières couches des anciennes cités. Pas un glissement de terrain local. Pas un simple tremblement de terre. Mais une catastrophe mondiale qui aurait recouvert partiellement les anciennes infrastructures de Tartaria. Et les preuves s'empilent. Des entrées de bâtiments aujourd'hui qualifiés de sous-sol montrent des éléments architecturaux de qualité supérieure, avec moulures, corniches, encadrements sculptés. Pourquoi orner un sous-sol si ce n'était pas un rez-de-chaussée à l'origine? Des murs extérieurs portent des traces nettes d'enfouissement, visibles à la démarcation de la brique ou de la pierre. Des rues entières ont été redessinées au-dessus de structures déjà existantes, sans jamais creuser pour les retirer. Pourquoi aurait-on construit ainsi? Pourquoi gaspiller autant de travail pour orner la partie invisible d'un bâtiment? La réponse est simple, ces bâtiments n'ont pas été construits partiellement enfouis. Ils ont été enterrés après coup. Et cette hypothèse explique aussi d'autres bizarreries. Des villes entières reconstruites après des incendies, encore une coïncidence répétée. Des bâtiments publics où les étages inférieurs sont plus grands, plus massifs, que ceux du dessus. Des canalisations, arches ou tunnels retrouvés à plusieurs mètres sous le sol, parfaitement fonctionnels, mais non raccordés aux infrastructures modernes. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a une stratification artificielle de nos villes. Le niveau actuel du sol est post-catastrophe. En dessous, on trouve les restes d'une époque oubliée, celle de Tartaria. Et cette découverte change tout. Car si une civilisation a été ensevelie, cela implique une réinitialisation brutale, pas un lent progrès historique. Cela signifie que ce que nous appelons le passé est construit sur les ruines d'un monde plus ancien, qui n'a pas disparu naturellement, mais a été caché sous terre. Littéralement. On nous dit que les dômes, les obélisques, les flèches et les coupoles métalliques sur les vieux bâtiments sont simplement des éléments esthétiques, architecturaux, religieux. Mais si ces structures n'étaient pas seulement symboliques? Et si elles étaient des dispositifs technologiques, conçus pour capter et redistribuer une forme d'énergie naturelle que nous avons complètement oubliée? Regarde bien les anciennes cathédrales, mairies, palais de justice, synagogues, mosquées, bibliothèques, opéras ou même certaines gares. On retrouve partout les mêmes éléments, dômes recouverts de métal, souvent cuivre, aiguilles pointées vers le ciel, lanternons, sphères creuses au sommet, et des structures internes organisées selon une géométrie harmonique. Ces constructions ne sont pas uniquement massives et solides, elles sont aussi hautement symétriques, orientées selon des axes célestes, souvent alignés avec des lélines, ou des points de résonance acoustique et électromagnétique. Il ne s'agit pas d'un hasard. Ces bâtiments sont les vestiges d'un ancien réseau énergétique, probablement mondial, mis en place par Tartaria. Leur but?
Capter l'énergie atmosphérique, ce que Tesla appelait l'électricité libre de l'éther, et la redistribuer localement. Les flèches métalliques servaient d'antennes. Les dômes faisaient office de réservoir ou d'amplificateur. Les structures internes résonnaient avec des fréquences naturelles, permettant la diffusion harmonique de l'énergie. Ce n'est pas un délire de science-fiction. Tesla lui-même a théorisé la transmission d'énergie sans fil à travers l'air, en utilisant la Terre comme conducteur et l'ionosphère comme canal. Son projet de la tour de Wardenclyffe allait dans cette direction. Mais il a été saboté. Pourquoi ? Parce qu'un monde où l'énergie est gratuite, disponible partout, ne laisse aucune place au monopole, ni au contrôle économique. Et Tartaria, apparemment, avait déjà mis ce système en place. Ces bâtiments ne servaient donc pas simplement à prier ou à gouverner, ils étaient fonctionnels. Ils pouvaient alimenter en énergie les villes sans fil, soigner ou équilibrer les êtres vivants par les fréquences vibratoires, purifier l'eau et l'air par résonance, réguler la température à l'intérieur grâce à la géométrie et aux matériaux. Ce n'est pas pour rien que tant de ces bâtiments possèdent une acoustique parfaite, des tuyaux d'orgue massifs, des dalles résonantes ou des systèmes d'aération invisibles à l'œil moderne. On se demande encore aujourd'hui comment ils faisaient pour chauffer ou refroidir ces énormes structures sans système moderne, et si la réponse était qu'ils n'en avaient pas besoin. L'énergie libre de Tartaria n'était pas basée sur le pétrole, le gaz ou le charbon. Elle exploitait les lois naturelles, le champ électromagnétique terrestre, et la connaissance des fréquences. On en a gardé des traces dans l'architecture, dans les orgues, dans les vitraux, dans la disposition des pièces. Mais cette technologie a été confisquée. Peu après la disparition de Tartaria, les dômes ont été neutralisés, les tours modifiées ou démontées, les bâtiments requalifiés en églises, hôpitaux, casernes. On a mis en place un système énergétique basé sur la rareté et la dépendance. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'on paie pour l'énergie, où l'on pollue pour se chauffer, où l'on creuse des centrales pour survivre à l'hiver. Mais sous nos yeux, dans nos villes, dans nos centres historiques, se dressent les restes visibles d'un réseau énergétique mondial oublié. On les appelle cathédrales, mairies ou opéras. Mais ce sont des machines, des accumulateurs, des résonateurs. Et elles fonctionnaient. Prenez les images de grandes villes comme Chicago, San Francisco, Paris, Londres, Moscou, Melbourne entre 1850 et 1900. Vous y verrez des structures colossales, déjà érigées, alignées, symétriques, parfois ornées de détails architecturaux impossibles à produire rapidement même aujourd'hui. Et autour personne. Pas de foule. Pas d'ouvriers. Pas de machines. Seulement quelques personnes isolées, figées, parfois au milieu de ce qui ressemble à un terrain vague. Et pourtant, on nous dit que ces villes étaient en pleine expansion, que ces bâtiments ont été construits en quelques années, dans un monde sans grue mécanique, sans béton armé, avec des charrettes à chevaux et des masses d'ouvriers analphabètes. Mais les photos ne montrent rien de tout ça. Où sont les chantiers? Les matériaux? Les foules? Où est la vie urbaine intense qu'on attendrait dans un tel contexte? Pire, certaines photos montrent des villes vides ou partiellement détruites, comme figées dans le temps. Des routes en terre battue, des rails inutilisés, des immeubles intacts mais sans signe d'occupation. Et ce, dans plusieurs continents, au même moment. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une phase de construction? Ou est-ce qu'on assiste, sans le comprendre, à un monde post-catastrophe? Et pourquoi ces photos sont-elles si difficiles à dater précisément? Pourquoi tant d'archives visuelles sont floues sur les métadonnées? Pourquoi trouve-t-on les mêmes types d'images dans des villes censées être à des stades de développement très différents? Certaines images montrent des structures monumentales qui n'existent même plus aujourd'hui, sans qu'on en ait conservé de traces dans les manuels. D'autres montrent des bâtiments partiellement ensevelis, avec les fenêtres basses déjà couvertes de boue. Encore une fois, ça ne colle pas avec la narration officielle. Et ce qui est peut-être le plus troublant, la récurrence de scènes vides dans des lieux censés être au cœur de l'activité humaine. Des places entières sans passants. Des avenues désertes. Des bâtiments somptueux mais sans panneaux, sans animation, sans vie.
Ça ne ressemble pas à une ville en croissance. Ça ressemble à une reprise après un effondrement. On commence alors à comprendre que ces photos, loin d'être de simples curiosités d'archives, sont les témoins d'un monde réinitialisé. Un monde où une ancienne civilisation Tartaria a été balayée, et où les nouvelles structures de pouvoir ont repris possession de bâtiments qu'elles n'ont pas construits. Les premières photos du XIXe siècle sont des photos de la récupération, de la réinstallation, de la reconstruction du récit. Elles montrent les ruines habillées d'une nouvelle histoire. Elles sont les images muettes du reset mondial. Et si on regarde de plus près, certaines photos semblent retouchées ou falsifiées. Des parties floutées. Des éléments dupliqués. Des arrière-plans identiques dans des villes différentes. Ce n'est pas de l'amateurisme photographique, c'est de la dissimulation. Car montrer le vrai visage de ce qu'était vraiment le monde en 1850 poserait trop de questions. Ces clichés sont les restes visuels d'un passé interdit. Pas d'un monde en plein essor mais d'un monde en train d'être reconstruit sur les cendres d'un empire oublié. Si Tartaria n'avait été qu'une légende ou un nom mal compris sur de vieilles cartes, pourquoi les plus grands empires du monde auraient-ils fait autant d'efforts pour la faire disparaître? Ce qu'on observe, c'est une coordination remarquable entre les récits historiques russes, chinois, ottomans, britanniques et européens continentaux pour faire disparaître toute trace concrète de cette civilisation. Pas de musée. Pas de monuments officiels. Pas de traité mentionnant sa chute. Pas de débat public sur sa transformation. Juste une disparition silencieuse, complète, brutale. La Russie tsariste avait tout intérêt à effacer l'idée même d'une entité autonome couvrant la Sibérie et l'Asie centrale. Il fallait redessiner les territoires, les intégrer à l'Empire et imposer un nouveau récit nationaliste, centralisé. L'histoire enseignée aujourd'hui en Russie commence et se structure autour de Moscou et Saint-Pétersbourg, alors que les cartes anciennes montrent clairement que la majeure partie de son territoire était autrefois désignée sous le nom de Tartaria. L'Empire romain d'Orient a laissé des traces, l'Empire ottoman aussi. Pourquoi pas Tartaria? Parce que ce qu'on appelle la Russie moderne s'est peut-être littéralement construite sur sa dépouille. La Chine impériale a elle aussi effacé Tartaria. Les cartes chinoises de la dynastie Qing montrent parfois des frontières floues au nord et à l'ouest, là où se trouvait Tartaria selon les cartes européennes. Pourtant, aucune chronique officielle ne parle de conflit, de conquête, ou même d'existence directe d'un empire structuré dans ces régions. Juste du vide. Un silence profond. Un territoire requalifié sans qu'on sache qui y vivait, ni ce qu'on y a détruit. Les puissances coloniales européennes ont intégré ce vide dans leur expansion. Le vide historique permet la légitimité de la conquête. Si Tartaria n'existait pas, il n'y avait pas d'État souverain à renverser. Juste des terres à civiliser, à cartographier, à occuper. Le colonialisme a été le bras armé de la falsification, déguisé en mission progressiste. Le plus troublant, c'est l'uniformité du discours. À aucun moment, dans aucune chronologie nationale, on ne trouve de discussion sérieuse sur la présence ou la disparition d'un empire aussi vaste, visible sur des cartes jusqu'au XVIIIe siècle. Chaque pays a adapté son récit pour supprimer la question même de son existence. Ce n'est pas une omission. C'est une collusion. Ce genre d'effacement ne peut se faire que si les élites partagent un objectif commun. Ce n'est pas une théorie isolée. C'est un réseau global de pouvoir qui a compris que Tartaria, dans sa structure, ses valeurs, sa technologie et son autonomie, représentait un modèle incompatible avec le monde qu'il voulait instaurer. Effacer Tartaria, c'était bien plus que détruire un empire. C'était éliminer une possibilité. La possibilité d'un monde non centralisé, non marchandisé, non colonisé. Et c'est ce qui fait de cette conspiration non pas un simple scandale historique, mais le fondement même du monde moderne. Nikola Tesla est souvent décrit comme un génie en avance sur son temps, un inventeur visionnaire, incompris, saboté par les puissances industrielles. Mais si la vérité allait plus loin? Et si Tesla n'avait pas découvert, mais retrouvé, des principes oubliés?
Et si ces travaux n'étaient pas le fruit d'une innovation personnelle, mais la tentative de réactiver un système technologique ancien, celui de Tartaria. Ce que Tesla décrit dans ses écrits, ses brevets, ses conférences, est étrangement similaire à ce que la théorie de Tartaria suggère, une civilisation ayant maîtrisé l'énergie libre, la résonance vibratoire, la transmission d'énergie sans fil, la structuration géométrique des champs électromagnétiques. Tesla ne croyait pas à la dépendance au combustible. Il affirmait que l'énergie pouvait être extraite de l'éther, du champ naturel qui entoure la Terre. Il construisait des bobines, des résonateurs, des antennes, des tours, des structures qui ressemblent exactement aux flèches, dômes, obélisques et systèmes trouvés dans l'architecture ancienne dite tartare. Sa célèbre tour de Wardenclyffe était conçue pour transmettre de l'énergie à distance, à travers l'air et la terre, sans fil, sans pollution, sans limite. Une fois achevée, elle aurait pu alimenter gratuitement des villes entières. Mais le projet a été arrêté net, les financements coupés, ses laboratoires incendiés. Son savoir a été saisi, enterré, confisqué. Exactement comme ce qu'il s'est passé avec Tartaria. Comment Tesla, sans Internet, sans l'accès moderne à la recherche, sans l'appui des universités, aurait-il pu concevoir un tel système depuis rien? Il n'était pas seul. Il avait accès à quelque chose. Peut-être à des documents anciens. Peut-être à des artefacts technologiques. Peut-être à des bâtiments qu'il a su lire autrement que comme de simples édifices. Son obsession pour la géométrie sacrée, les vibrations, les nombres 3, 6 et 9 et l'harmonie naturelle va bien au-delà de la science académique. Elle correspond parfaitement à la logique de Tartaria, une société utilisant la structure même du monde, les ondes, les formes, les champs, pour vivre en équilibre. Le fait que Tesla ait été discrédité, oublié, puis récupéré comme une simple icône pop du génie fou, fait partie du même processus d'effacement que celui de Tartaria. On prend la vérité, on la retourne, on la maquille, on l'intègre dans le folklore pour neutraliser son pouvoir. Il n'est pas absurde de penser que Tesla fut un survivant, ou au moins un canal par lequel la mémoire technologique de Tartaria a brièvement tenté de refaire surface. Mais le système moderne, fondé sur le contrôle de l'énergie, de la narration et de la mémoire, ne pouvait pas le permettre. Alors il a été étouffé. Comme Tartaria. Et aujourd'hui encore, les travaux de Tesla sont perdus, classés, divisés entre brevets incomplets et archives militaires. Ce n'est pas un oubli. C'est une confiscation de mémoire. Tesla n'a jamais été seul. Il faisait partie d'une lignée interrompue. Il a trouvé une porte entrée ouverte sur un monde que d'autres avaient muré. Et cette porte menait droit à Tartaria. On nous apprend que chaque culture a développé son style architectural en fonction de son histoire, de son climat, de ses matériaux disponibles. Mais lorsqu'on regarde sérieusement les bâtiments anciens du monde entier, ce récit ne tient plus. Ce qu'on voit, ce n'est pas une diversité organique et isolée. C'est une cohérence stylistique mondiale, un langage architectural universel que personne ne semble capable d'expliquer. Des palais en Russie, des gares aux États-Unis, des mairies en Argentine, des tribunaux en Inde, des musées en Australie, des banques en Afrique du Sud, tous construits entre 1800 et 1900, partagent les mêmes caractéristiques. Colonnes monumentales inspirées d'un ordre classique, mais souvent sans racines culturelles locales. Arcs géants, dômes métalliques, coupoles cuivrées. Sculptures identiques de visages, de feuillages, de sphères, de lions ailés ou de phénix. Proportions géométriques parfaites, symétrie totale, alignement planétaire. Cette architecture n'est pas inspirée de Rome ou de la Grèce, comme on l'enseigne. Elle est bien trop technologiquement homogène, symboliquement codée, structurellement avancée pour être le fruit de simples influences. On ne parle pas ici de style copié, mais d'un langage commun, d'une matrice architecturale partagée à l'échelle planétaire, qui n'a aucun sens dans un monde pré-globalisé. Comment expliquer que des bâtiments presque identiques apparaissent à des milliers de kilomètres les uns des autres, sans communication rapide, sans architecte commun, sans Internet, sans plan partagé? Pourquoi retrouve-t-on la même esthétique, souvent dans des zones qui étaient à peine industrialisées à l'époque?
Et pourquoi ces bâtiments, dans des régions éloignées, ont tous les mêmes anomalies, fenêtres enterrées, sous-sol inutilisable, portes surélevées, structures surdimensionnées pour les besoins locaux? Ce n'est pas un hasard. Ce sont les restes d'un même système, d'une même culture, d'une même époque, Tartaria. Tartaria n'était pas une nation, c'était une civilisation globale, dont l'architecture était le reflet. Une société qui construisait non seulement pour durer, mais pour vibrer, capter, s'aligner. Une société qui comprenait les lois naturelles au point de les inscrire dans la pierre, le métal et la lumière. Le plus révélateur, c'est que ces bâtiments apparaissent souvent dans des zones colonisées au même moment. Comme si l'expansion impériale n'était pas là pour apporter la civilisation, mais pour récupérer et requalifier l'infrastructure existante. On ne bâtissait pas, on s'installait dans ce qui était déjà là. Regarde les expositions universelles. Regarde les vieilles cartes postales. Regarde les anciennes photos de villes nouvelles avec des bâtiments qui n'ont rien de colonial, mais tout d'un monde bien plus ancien. Tout cela montre une même chose, ce que nous appelons style international est en réalité le style originel de Tartaria. Il ne s'est pas diffusé, il a survécu. Le mythe de la diversité architecturale mondiale est un écran. La vérité, c'est que nous vivons parmi les ruines encore debout d'un monde unifié, oublié non pas par le temps, mais effacé par ceux qui ont réécrit l'histoire. Il existe deux versions de la théorie de la Tartarie. La première, plus modeste, se demande simplement que s'est-il vraiment passé en Asie centrale entre l'effondrement de l'Empire mongol et la Révolution russe? Franchement, je ne connais pas très bien l'histoire de cette région, mais à première vue, cette question semble légitime. L'Europe avait une connaissance assez fragmentaire de cette zone à l'époque, et puisque la Russie a rapidement annexé la plupart des anciens territoires tatars après la Révolution, elle aurait eu tout intérêt à présenter ces peuples comme de simples paysans arriérés qu'il fallait civiliser, que ce soit vrai ou non. Mais la seconde version, elle est bien plus vaste, plus audacieuse et beaucoup plus étrange. Selon celle-là, la Tartarie aurait été le cœur d'une civilisation mondiale utopique, technologiquement avancée, qui aurait dominé la planète jusqu'au XIXe siècle. Selon cette théorie, toute l'histoire connue avant 1800 serait un mensonge soigneusement fabriqué. Cela ressemble à un délire de gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'histoire, et qui sous-estiment l'ampleur des falsifications qu'il aurait fallu orchestrer pour que cette théorie tienne debout. En réalité, beaucoup de choses qu'ils jugent incohérentes prennent tout leur sens quand on se donne la peine de creuser un peu. Mais voici où l'histoire devient vraiment intrigante. En 1919, un certain Nikolaï Petrovitch, archiviste moscovite passionné d'histoire antique, découvre dans les sous-sols d'un monastère en ruine une série de rouleaux manuscrits, rédigés dans un mélange de vieux turc et d'alphabet cyrillique primitif. Ces documents mentionnent une cité disparue nommée Askara, décrite comme une capitale immense, située quelque part dans l'actuel Kazakhstan, où l'eau courait à travers des conduits de cuivre, où les toits étaient couverts de plaques de métal réfléchissant le soleil, et où les érudits communiquaient avec des villes lointaines grâce à un rayon chantant. L'histoire fut rapidement enterrée par les autorités soviétiques. Les rouleaux furent confisqués et Petrovitch envoyé en exil pour falsification de documents historiques. Mais quelques copies griffonnées à la hâte furent retrouvées dans les affaires de son petit-fils, des décennies plus tard. Elles évoquaient aussi une guerre du brouillard, un cataclysme climatique ayant englouti les routes célestes reliant les cités tartares entre elles. C'était en 1783, juste avant que l'Empire britannique n'accélère sa conquête de l'Inde et que la Russie ne traverse la Sibérie. Depuis, certains passionnés cherchent Askara, persuadés qu'elle n'est pas un mythe. Ils traquent les anomalies sur les vieilles cartes, les traces d'un passé effacé volontairement. Pour eux, la petite théorie historique a été engloutie par la grande, mais quelque part sous les steppes, la vérité attend d'être redécouverte. Quand on observe les preuves avancées pour appuyer la théorie de la Tartarie, ce sont toujours les mêmes types de documents qui circulent. Des photographies du 19e ou du début du 20e siècle, montrant des bâtiments monumentaux au style raffiné néo-gothique, baroque, art déco souvent présentés comme des vestiges d'un empire oublié, supposément redécouvert après une grande remise à zéro mondiale.
À cela s'ajoutent des cartes européennes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, où l'on retrouve une vaste région d'Asie centrale et orientale désignée sous les noms de Tartarie, Tartarie ou autres variantes, couvrant ce qui est aujourd'hui la Mongolie, l'ouest de la Chine et le sud de la Russie. Ces éléments sont toujours des traces périphériques. Ils viennent d'observateurs extérieurs, d'Européens qui parlent de la Tartarie, qui dessinent la Tartarie, mais jamais des Tartares eux-mêmes. Rien d'authentiquement produit de l'intérieur. Et malgré toutes ces images et ces cartes, il manque l'essentiel, les mots des gens qui y ont vécu. Car s'il a bien existé un empire aussi vaste, aussi avancé, il aurait laissé autre chose que des images figées et des noms sur des cartes. Il aurait produit des lettres, des journaux, des décrets administratifs, des contrats de mariage, des certificats de naissance, des récits de vie. On devrait retrouver une correspondance entre deux citoyens tartares évoquant une réforme agraire dans la steppe ou l'arrivée d'une nouvelle technologie énergétique dans les provinces du Nord. On devrait tomber sur un fragment de journal local relatant une fête impériale, une crue de fleuve, ou une proclamation du souverain. Certains affirment que tout cela a été détruit, dissimulé, effacé volontairement. Mais une civilisation qui aurait duré des siècles laisse toujours des traces. Les déchets, les brouillons, les archives domestiques échappent souvent aux destructions officielles. Les écrits privés survivent là où les monuments tombent. Une boîte dans un grenier, un coffre oublié dans une maison de campagne, un document glissé entre deux pages d'un livre ancien, ce sont souvent là que renaissent les vérités perdues. Il suffit d'un seul document, écrit par un Tartare pour un autre, signé, localisé, rédigé avec la simplicité du quotidien ou l'ambition du pouvoir. Une seule pièce authentique suffirait à bouleverser le récit admis. Et tant que ce document n'est pas là, la Tartarie reste une silhouette dans la brume, vaste, séduisante, mais insaisissable. Je sais que ça peut sembler étrange, mais on m'a diagnostiqué une maladie chronique et incurable. D'après mon médecin, elle affecte plusieurs aspects de ma santé, mes yeux, mes dents, et bien d'autres choses encore. C'est épuisant de vivre comme ça. J'ai essayé tellement de choses, sans succès. À force de réfléchir, je me suis intéressé aux pratiques anciennes, notamment celles de ce qu'on appelle le peuple tartare, dont certains disent qu'il jouissait d'une santé bien supérieure à la nôtre. Je me demande comment ils faisaient pour guérir ou inverser des maladies chroniques. C'est devenu une obsession calme, silencieuse. Pas un espoir naïf, mais un besoin viscéral de comprendre ce que nous avons perdu. Car vivre avec un corps qui se détraque, c'est porter une guerre à l'intérieur de soi, tous les jours. Et ce que je veux, ce n'est pas une croyance, mais une piste. D'après certaines hypothèses, les Tartares avaient un rapport au corps et à la guérison radicalement différent du nôtre. Leur médecine ne séparait pas l'individu de son environnement. Le son, par exemple, jouait un rôle central. Les clochers que l'on retrouve dans les anciennes villes, souvent détruits ou remplacés aujourd'hui, n'étaient pas uniquement décoratifs. Ils émettaient des fréquences précises, censées réharmoniser les cellules du corps, stimuler les organes, réaligner l'énergie interne. Chaque ville possédait ses propres cloches, accordées selon des principes oubliés. À certaines heures du jour, elles sonnaient, et les habitants s'arrêtaient pour les écouter, non par obligation religieuse, mais parce que cela faisait partie de l'hygiène de vie. On raconte que dans les zones les plus reculées de l'Ancien Empire, certains bâtiments émettaient en continu des ondes sonores à peine perceptibles, agissant comme des hôpitaux silencieux. Il existerait même des témoignages oraux, rares, transmis en secret de salles construites en pierre résonnante, dans lesquelles les gens venaient s'allonger pour recevoir des bains de fréquence, capables de soulager les douleurs chroniques, voire de guérir des affections considérées comme incurables par la médecine moderne. D'après les nombreuses vidéos que j'ai regardées, la Tartarie semblait être une civilisation très avancée. Les batteries terrestres, ce n'est pas un secret, elles ont été activement étudiées à la fin du XIXe siècle avant de disparaître pendant un siècle, pour ne réapparaître que récemment. À cette époque, plusieurs découvertes majeures ont été réalisées. Un inventeur avait même conçu un système de communication sans fil, semblable à une radio, mais basé uniquement sur le principe des batteries terrestres, sans utiliser d'ondes radio.
On a refusé de lui reconnaître le statut de tout premier inventeur d'un système de communication sans fil, précisément parce que sa technologie ne reposait pas sur les ondes. Pour moi, cela ressemble à une tentative d'effacement des traces de technologies anciennes. C'est pour cela, je pense, que le sujet de la production d'électricité à partir de l'énergie de la Terre a été soudainement abandonné, puis oublié pendant longtemps. Il existait aussi des moteurs solaires, qui utilisaient des miroirs pour diriger l'énergie du soleil et alimenter divers outils. J'ai également lu que les dirigeables auraient été abandonnés parce qu'ils rappelaient eux aussi des technologies du monde ancien, notamment certaines utilisations du radium. On a profité d'un crash dans les années 1930 pour faire de la propagande sur leur prétendue dangerosité, alors que des avions s'écrasent chaque année sans que cela ne remette en question leur usage à grande échelle. Il existe des livres très intéressants sur les inventions de la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est fascinant, c'est que certains documents retrouvés récemment dans d'anciens dépôts d'archives privées laissent entendre que ces technologies n'étaient pas seulement en expérimentation, elles étaient utilisées à grande échelle dans certains cercles fermés, peut-être même dans des villes aujourd'hui oubliées. On parle d'endroits autonomes, où l'énergie terrestre alimentait l'éclairage public, des systèmes de chauffage, et même des machines agricoles automatisées. Un nom revient souvent dans ces récits effacés, Nikolai Andro, un ingénieur aujourd'hui presque inconnu, qui aurait mis au point un réseau souterrain de câbles en cuivre plantés selon des schémas géométriques complexes, capables d'amplifier l'énergie naturelle du sol. On dit qu'il aurait été vu pour la dernière fois en 1903, juste après avoir annoncé qu'il comptait publier les plans d'un moteur autonome fonctionnant uniquement avec les vibrations de la croûte terrestre. Le manuscrit original, appelé le Codex tellurique, aurait été confisqué par une société privée avant sa publication. Et ce n'est pas tout. D'autres écrits mentionnent l'existence de phares solaires, des tours de miroirs installés en hauteur qui captaient la lumière du soleil même les jours nuageux, concentrant cette énergie pour alimenter des ateliers et des petits trains électriques. Certains de ces phares auraient été démontés pièce par pièce, transportés, puis enterrés dans des zones montagneuses pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains du public. Quant aux dirigeables, il se murmure que certains modèles expérimentaux utilisaient non pas de l'hélium ou de l'hydrogène, mais un gaz léger extrait de minerais contenant du radium, capable de générer une poussée continue une fois chauffé. Cette technologie aurait permis des vols de plusieurs jours sans recharge. Mais après le crash du Hindenburg, ce fut le silence total. Comme si cet accident avait servi de justification parfaite pour enterrer toute trace d'une technologie qui allait à l'encontre du développement industriel voulu par certains groupes d'influence. L'élevage d'animaux, la fauconnerie, le dressage de chiens et la domestication des chevaux ont d'abord été pratiqués dans la région de la Grande Tartarie. C'est également là que se serait produite une hybridation entre les Dénisoviens, les Néandertaliens et les humains modernes. Un bracelet en jade retrouvé sur le site, voire la grotte de Denisova, prouve qu'ils étaient capables de forer à des vitesses très élevées, équivalentes à celles d'une perceuse électrique moderne, et travaillaient la pierre aussi bien, voire mieux, que les tailleurs de pierre contemporains. Le tir à l'arc à cheval, discipline emblématique de ces peuples, témoigne de leur parfaite maîtrise du mouvement, de la précision, et de la symbiose entre l'homme et l'animal. Des débats peuvent être ouverts sur les points suivants. Gestion des déchets, dans les structures attribuées à la Tartarie, on note l'absence de toilettes, de bains, de fontaines ou de piscines. Certains pensent que le courant chaude et froide a peut-être été inventé là-bas. Cela soulève une question, fermentaient-ils et conditionnaient-ils leurs propres déchets pour en faire du carburant? Et si oui, pour alimenter quelle forme d'énergie? Voix des Mandchous, bien avant la naissance de Franz Mesmer, dans le nord de la Chine, certaines pratiques auraient impliqué l'hypnose et le conditionnement mental. C'est de là que proviendrait l'expression « candidat mandchourien ». Connexion avec l'ionosphère, certains pensent qu'en utilisant des flèches de temple ou des paratonnerres, ils pouvaient capter l'énergie électrique atmosphérique, un peu à la manière de la tour Wardenclyffe de Nikola Tesla. Locomotion, bien que l'éolipile précède l'invention moderne de la locomotive, la mise en place soudaine des voies ferrées au début de la révolution industrielle, souvent avec l'aide de travailleurs immigrés venus de l'Est, laisse penser qu'une partie de cette infrastructure existait déjà. A-t-on utilisé ces déchets fermentés comme carburant pour ces locomotives oubliées?
Enfin, si l'on descend directement vers le sud, on trouve l'origine de bien d'autres choses encore. Étrangement, elle se situe sur la même longitude. Et ce que j'ai évoqué ici n'est qu'une infime partie de ce qu'il reste à dire sur la Grande Tartarie. Parmi les aspects les plus dérangeants de l'histoire cachée de Tartaria, il y a celui que même certains chercheurs alternatifs hésitent à aborder, les géants. Et pourtant, ce sujet revient encore et encore dans les archives oubliées, les journaux anciens, les fouilles interrompues, les légendes mondiales, au point qu'on ne peut plus le balayer d'un revers de main. Ce n'est pas un mythe isolé. Ce n'est pas une légende locale. C'est un motif mondial. Presque chaque culture ancienne parle d'êtres humains bien plus grands que la norme actuelle. Les Néphilim dans les textes bibliques. Les géants scandinaves des Eddas. Les titans grecs. Les gigantesques constructeurs en Amérique du Nord. Les gardiens de pierre d'Asie centrale. Et dans le cas de Tartaria, la présence de géants prend un sens très précis. Quand on observe les bâtiments hérités de cette civilisation, portes de 6 mètres de haut, escaliers disproportionnés, balustrades à hauteur de poitrine humaine moderne, on ne peut s'empêcher de se demander, pour qui ont-ils été construits? Les proportions ne collent pas à l'échelle humaine standard. Beaucoup de ces bâtiments semblent avoir été pensés pour des êtres mesurant 2, 3, voire 4 mètres de haut. Ce n'est pas une question d'opulence ou de prestige architectural. C'est une question d'usage. Le plus troublant, ce sont les rapports de squelettes gigantesques retrouvés entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, dans des journaux aujourd'hui disparus des bases de données. Des centaines d'articles locaux, dans la presse américaine, canadienne, russe, même française, parlent de la découverte de restes humains de tailles anormales, souvent accompagnés d'artefacts également surdimensionnés. L'information est systématiquement suivie d'un message laconique: les ossements ont été envoyés à l'Institut Smithsonian ou à un équivalent scientifique. Et plus aucune nouvelle ensuite. Des chercheurs indépendants accusent depuis longtemps certaines institutions, en particulier le Smithsonian Institute, mais aussi des branches universitaires et militaires, d'avoir saisi et fait disparaître ces preuves, sous prétexte de faux ou d'erreurs d'interprétation. Pourquoi autant de précautions pour des ossements impossibles? Pourquoi les traces documentaires disparaissent-elles systématiquement? Parce qu'accepter l'existence de géants, même localement, détruirait tout le modèle évolutif et historique officiel. Dans le cadre de Tartaria, cela prend tout son sens. Si cette civilisation avait intégré des êtres de très grande taille, peut-être une classe dirigeante, une caste technique, ou une souche génétique particulière, alors cela expliquerait non seulement l'échelle des bâtiments, mais aussi leur maîtrise technologique. Une force physique supérieure, alliée à un savoir avancé, pourrait construire ce que nous sommes encore incapables de reproduire. L'idée des géants n'est pas une distraction. C'est la clé d'une architecture, d'une ingénierie et d'un modèle de société radicalement différents, qui ont été effacés, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop vrais. Ce que les livres d'histoire appellent mythologie était peut-être simplement une mémoire censurée. Et ce que l'on enterre dans des fosses profondes, sous des chantiers, ou dans les caves des musées, ce sont les preuves physiques d'une humanité plus vaste, au sens littéral. Tartaria n'a pas été peuplée uniquement de géants. Mais l'existence de ces êtres y avait un rôle. Et leur disparition de l'histoire a été aussi organisée, aussi brutale, que celle de l'Empire lui-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.